frère a eu un cancer quand j'étais enfant. Un cancer qui débarque dans une famille, comme vous pouvez vous en douter, ça fait l'effet d'une bombe. Mais ça, c'est l'onde de choc de départ qui n'est pas si longue finalement comparée à la suite. Alors, tous les parcours sont différents. Pour mon père, la suite a duré 8 ans. 8 ans, à vrai dire, pas si malheureux. Des bons moments même. Des vacances en famille, des sorties avec les copains, mes premiers amours, ma première cuite. J'ai mon bac, j'ai mon premier appart. Bref, une vie d'adolescente comme les autres. Ceci dit, on ne peut le nier, au-dessus de cette vie d'adolescente comme les autres, planait le cancer de mon père. Alors je suis très partagée sur ces 8 ans de ma vie, parce que dans le fond, étaient-ce les plus terribles ou les plus beaux? Les plus terribles, oui, c'est sûr. À chaque anniversaire, on se demande si c'est les dernières bougies qu'on va souffler avec lui. Il y a les analyses, il y a les ambulances. Il y a que la maladie avance et que c'est dur parce que même si votre père redouble de projets d'avenir à ce moment-là, vous savez que ça va se terminer. Mais les plus beaux aussi sans doute parce qu'on s'est aimé dans la famille à ce moment-là, beaucoup aimé. Alors c'était avec des larmes parfois, avec passion souvent, mais mon Dieu qu'on s'est aimé. Au bout de 8 ans, nouvel attentat. J'apprends que mon père est décédé. Alors ce n'est pas du tout une surprise pour moi à ce moment-là, je m'y attendais, mais les symptômes sont les mêmes qu'au départ, c'est la bombe. Je me souviens de ce que je faisais quand mon téléphone a sonné, je me souviens d'avoir compris tout de suite ce qui se passait avant même que ma mère ait eu besoin de le dire, et surtout je me souviens de tous les regrets qui ont débarqué à ce moment-là. Pourquoi je n'ai pas pris le temps d'aller le voir une dernière fois? Pourquoi est-ce que je n'ai pas osé lui dire « Papa, tu vas me manquer » Est-ce que j'aurais pas dû être là pour sentir son dernier souffle? Est-ce qu'il n'avait pas besoin de moi à ce moment-là? Bref, c'est des regrets qui sont tenaces et même s'ils s'atténuent avec le temps, je vous assure que ça vous suit toute une vie. Et s'il y a bien une chose que je crois aujourd'hui, c'est qu'il faut tout faire dans la vie pour s'éviter ce genre de regrets avec les personnes qu'on aime. Aujourd'hui, j'ai rééquilibré mes normes familiales sans cette béquille qu'est un papa. Alors parfois ça penche un peu, oui, mais j'ai plein de nouveaux tuteurs qui viennent soutenir mon pied de tomate et franchement, ça va. Quelques années plus tard, je discute avec un ami qui me demande où vivent mes parents. Ce à quoi moi, je réponds de façon tout à fait quotidienne que ma mère vit en Charente et que mon père, lui, est mort d'un cancer. Réponse immédiate de mon ami, « Ah, désolé. » Mais enfin, désolé de quoi? Est-ce qu'il était responsable du décès de mon père? Non, a priori non. Est-ce qu'il était désolé de m'avoir fait dire la vérité? Mais bon, ça, si moi ça me gênait, j'étais capable de le dire toute seule. C'est « Ah pardon, ah désolé, ah excuse-moi », qu'est-ce que j'ai pu les entendre sur mon parcours? Les gens pensent bien faire, mais ils sont maladroits, parce que avec ces « Ah pardon » et compagnie, vous fermez la conversation, vous empêchez la personne de continuer sur le sujet. Bon, il faut dire pour la défense de mon ami que je venais de lui balancer en une phrase 2 gros tabous pour beaucoup de gens dans nos sociétés occidentales, à savoir la mort et le cancer. Vous-même, dans la salle, êtes peut-être en train de vous dire « Bon, la nana nous parle depuis moins de 4 minutes et elle nous a déjà balancé une dizaine de fois le mot cancer est mort. Ouh là là, on va s'amuser !» Bon, vous en faites pas, je compte pas vous laisser partir le moral dans les baskets. Ceci dit, moi, quand j'étais enfant, j'ai souffert de ces tabous parce qu'ils mènent au silence. C'est des moments de sa vie où on a vraiment besoin de mettre des mots sur ce qui nous arrive, où on attend une main tendue, mais elle arrive rarement, cette main, parce que justement, les gens évitent d'aborder ce sujet avec vous de peur de vous brusquer. Alors oui, moi, j'ai souffert de ce silence. Aujourd'hui, je n'en veux plus à mes amis. C'est pas de leur faute, c'est de la faute de la vie. Et puis avec du recul, j'ai compris que voilà, peut-être que le cancer de mon père m'a fait grandir un peu plus vite que d'autres sur certains sujets. Et surtout, j'ai compris que quand on est dedans, on n'a pas d'autre choix que de regarder la réalité en face. Voilà, une réalité qui vous rappelle que vous n'êtes pas éternel, que la vie est éphémère. Oui, quand vous perdez une personne que vous aimez profondément, en plus de créer en vous le manque, elle ancre en vous une certitude, celle que vous-même allez mourir un jour. Alors, connaissant mon parcours et mon franc-parler à ce sujet, certains de mes amis viennent me voir et me disent « Bon, écoute Malo, j'ai appris que telle personne avait un cancer, moi je suis complètement dévastée, je ne sais pas comment aborder le sujet avec lui. » Et moi, ma réponse à ça, c'est toujours « Mais vas-y avec ta gêne, ne te censure pas. Parce que ce qui est gênant dans le fond, c'est d'être gêné par ce que tu ressens. Ça pèse, ça sonne faux. Tu seras sans doute maladroit dans tes premières questions, tu feras sans doute des erreurs dans les premières choses que tu vas dire, mais si la personne que tu vas voir sent que tu es là pour elle, que tu viens là pour elle, alors elle ne t'en voudra pas de tes maladresses et sans doute elle te remerciera d'avoir fait le premier pas. » Attention à ce que je viens de dire, cela ne veut pas dire qu'il faut insister lourdement.
Si la personne en face de vous n'a pas envie de parler, vous la laissez tranquille. Vraiment, un cancer qui débarque dans une vie, il y a des moments d'ouverture et puis d'autres où on a besoin de rester avec soi, pour soi. Mais un je n'ai pas envie de parler aujourd'hui, ça ne veut pas nécessairement dire je n'ai pas envie de parler avec toi en particulier. À un moment donné de ma vie, j'ai fini par être au clair avec le décès de mon père. J'avais plus de rancœur contre la vie, plus de colère, plus de manque au quotidien. Ça ne veut pas dire que j'y pensais plus. Aujourd'hui encore, alors que ça va bientôt faire 10 ans, il m'arrive encore de pleurer. Voilà, quand je vois ma fille de 2 ans, par exemple, et que je me dis que jamais je lui présenterai son grand-père, ça, c'est un peu dur. Mais finalement, c'est des larmes de souvenirs qui me rassurent presque, parce que je ne l'ai pas oublié avec le temps, et c'est tant mieux. Mais bon, voilà, j'étais au clair avec ça, j'avais fait mon deuil, et je me suis dit que j'allais me servir de ce parcours. Je me suis dit que dans le cadre de mon métier d'artiste, j'allais essayer de dire au monde ce qui s'était passé dans ma tête à ce moment-là, et ce dont j'aurais eu besoin, et ce dont d'autres certainement avaient besoin aujourd'hui. Je suis donc repartie à la rencontre de personnes atteintes de cancer, de leurs familles, de leurs soignants. Des femmes surtout. Les hommes étant moins partants pour me livrer leur histoire. Allez savoir, peut-être que les hommes aiment moins parler. Bref, c'est une autre question. Ceci dit, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer pendant un mois dans un service oncologie d'un établissement de santé. J'ai entendu plein d'histoires. Toutes très belles, mais effectivement pas toujours drôles. Je ne me suis pas marrée tous les jours. Je crois que les personnes qui m'ont le plus émue à l'hôpital, c'était souvent les familles des accompagnants. Les proches des malades m'ont souvent fait part de la difficulté qu'ils avaient à se sentir impuissants, incapables de sauver la personne qu'ils aiment, en colère même souvent contre la vie de ne pas les avoir choisis eux à leur place. C'est une place un peu bâtarde parce qu'ils vivent la maladie également, mais plutôt en tant que spectateurs. Je me souviens d'un mari qui avait comparé son rôle d'accompagnant à l'accompagnement de la viande. Vous voyez, il se sentait les légumes qui sont autour, voilà, le faire valoir, la garniture, mais jamais le plat principal. Ça fait vraiment des déséquilibres, notamment dans les couples, et il ne faut jamais oublier les accompagnants, c'est très difficile pour eux aussi. Je pourrais aussi vous parler d'une rencontre que j'ai faite d'une femme que j'ai trouvée mais tellement belle. Elle était gracieuse, magnifique, toujours avec le sourire. C'était une mère de famille. Sa maladie était très avancée et elle savait que le reste de son existence, elle le vivrait toujours sous traitement. Sa maladie s'était propagée dans ses os et elle vivait en permanence avec une poche de morphine pour soulager la douleur. Ce qui était assez frappant pour moi, c'est que voilà, j'avais une femme quand même qui avait une maladie avancée, mais il y avait une vraie dichotomie entre ce qu'elle vivait et son attitude. Alors oui, ces mots étaient durs, mais c'était pas difficile à entendre tant on sentait qu'elle était dans l'acceptation du cycle de la vie. Alors effectivement, elle m'a fait part de moments de colère quand elle plantait des bulbes dans le jardin et qu'elle ne savait pas si elle allait les voir fleurir. Ou quand son mari lui faisait des projets de vacances pour l'été prochain et qu'elle ne savait pas, elle, si elle serait là pour le voir l'été prochain. Mais d'après ses dires, c'était vite passé parce que dans le fond, la colère ne servait à rien et que ça ne changerait pas le cours de son histoire. Je crois que les personnes qui approchent de la mort ont une chose fondamentale à nous rappeler, la valeur de la vie. Je crois que trop souvent nous oublions qu'il y aura une fin à notre histoire et je crois que ce n'est pas grave que cette fin existe, que c'est normal, que c'est naturel. Des milliards d'êtres humains y sont passés avant nous et on continue à se reproduire. C'est bien qu'il doit y avoir un intérêt à vivre avant de faire le grand saut. Certaines femmes m'ont fait part de leur impression de grandir en humanité grâce à leur cancer. Oui, j'ose le grâce à leur cancer. Et moi, je crois que nous devrions apprendre à faire grandir notre amour de la vie avant que ça ne soit la vie elle-même qui nous y oblige. Bon, pour remonter un peu l'ambiance, des histoires j'en ai entendu beaucoup et d'autres dont on pourrait qualifier la fin d'heureuse également. Une jeune fille de 25 ans par exemple que j'ai croisée et 6 mois plus tard je la retrouve dans la rue, traitement fini, la tête pleine de projets de voyage, d'avenir, de reconversion professionnelle. Une femme à qui on a quand même diagnostiqué un cancer rarissime, incurable, avec une espérance de vie très courte et sans traitement et qui me raconte son histoire 20 ans plus tard en pleine forme. Bon, comme quoi on a toujours le droit d'y croire. Moi, dans la vie, je suis comédienne et metteur en scène. J'ai la chance d'avoir un métier qui me qui me donne le devoir même de réfléchir sur notre humanité. Il me donne également beaucoup de précarité, mais il me donne ce formidable devoir. Voilà maintenant 5 ans que mon équipe et moi-même annoncent ces paroles que j'ai recueillies à l'hôpital, de salles des fêtes, en hall d'hôpitaux, en salles de spectacle. Il est arrivé très rarement que des personnes sortent en colère de la salle de spectacle. Et moi, quand cette colère arrive, je crois qu'il ne faut pas la négliger et qu'il faut la respecter. Mais ceci dit, la plupart du temps, nous assistons à des rires et à des larmes à l'unisson.
C'est tellement incroyable une salle de spectateurs qui vibre ensemble. Que ce soit dans les rires ou dans les larmes, vous partagez quelques minutes d'humanité avec des parfaits inconnus, chose que vous aurez rarement l'occasion de faire dans la vie de tous les jours. Aller au théâtre, c'est important. Aller voir du spectacle vivant, ça aide justement à le rester vivant. Alors vous risquez de tomber sur des choses qui ne vous atteignent pas, mais quand la magie du théâtre vous tombe dessus, je vous assure, ça vaut le coup d'être vécu. Depuis 5 ans maintenant, donc, à la fin de chaque représentation, le même phénomène s'installe. Les gens restent, les gens se parlent, ils se racontent leur histoire, celle d'un père, d'une mère, d'un instituteur, d'un mari, d'un voisin. Les gens s'écoutent. Pas de plus bel applaudissement à mes yeux que celui-ci. Pour ma part, je pense que les halls de théâtre devraient être des lieux toujours aussi étudiés que la salle de spectacle en elle-même. Ce qui s'y passe à la sortie entre les spectateurs est aussi important que ce qui se passe pendant la représentation. Je crois qu'écouter des histoires est bon pour la santé mentale. Ça éduque, ça étaye les jugements. Tous les soirs, nous lisons une histoire à ma fille avant de l'endormir. Alors, j'avoue qu'il y a des jours où c'est un peu la corvée, parce que la journée a été longue, parce que lire 15 jours de suite son histoire préférée du moment, ça va, l'âne trop aime les spaghettis, c'est bon, mais c'est un véritable rendez-vous dans la journée. Les enfants adorent qu'on leur raconte des histoires, ça les apaise. Adultes, on ne sait pas ce qui s'est passé, on s'est dit qu'on n'en avait plus besoin. Pourtant, on en a plein à portée de main. Peut-être que nous aussi, ça nous apaiserait d'écouter des histoires, entendre l'histoire de l'autre pour avoir moins peur de l'autre. Moi, j'aimerais entendre toutes vos histoires comme vous êtes en train d'écouter la mienne. Prenons des risques, ne restons pas dans nos bulles, il faut nous mélanger, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, même si nous ne comprenons pas toujours comment l'autre peut penser et agir ainsi. Je sais que ce n'est pas facile, mais essayons, parlons, discutons, écoutons l'autre pour comprendre l'autre. Je sais que nous sommes pour la plupart emmitouflés de certitudes sur les gens et il m'arrive d'en être la preuve vivante. Mais chaque rencontre est capable de déconstruire un préjugé si on accepte de trouver du bon dans l'autre. Je crois qu'une croyance n'est saine que lorsqu'on lui offre la possibilité d'être remise en cause. Pour faire avancer notre monde, il est indispensable de faire croître notre connaissance à propos des gens qui le peuplent. Alors, cherchez, soyez boulimiques de connaissances, réfléchissez, comprenez, vous avez toute une vie pour ça. Je crois que vous avez compris le sens de mon message. Je voulais juste finir en vous disant que oui, je sais que j'ai un métier qui me permet d'entrer assez facilement en contact avec des personnes d'autres sphères que la mienne. Ceci dit, les prétextes sont toujours bons et pas si difficiles à trouver si on se creuse un peu la cervelle. Je sais pas moi, allez discuter avec votre maraîchère au marché de ses cultures cette année, prenez le temps de faire un sourire à votre boulangère et parler de la pluie du beau temps, faites du covoiturage, invitez votre voisin de palier. L'avantage du covoiturage, c'est que si la personne en face de nous, en face de vous, elle vous embête, vous pouvez, au bout de 2 heures, ne plus en entendre parler. Le voisin d'en face, c'est vrai que c'est plus compliqué de s'en débarrasser après. Mais voilà, faites du covoiturage, c'est très bien. Voilà, je crois que si vous faites tout ça, vous vous sentirez vraiment bien après et que le monde qui vous entoure s'en sentira que plus léger. Et je crois qu'il est temps de nous rencontrer de nouveau. Merci.